Bonjour à tous, bienvenue dans le journal de Place to Be. Place to Be, c'est la rédaction éphémère et contributive mise en place ici à Toulouse pendant la COP21. Pour parler du climat et de l'environnement dans notre région, nous avons fait le choix de raconter le récit différemment. Pour cela, on ne vous parlera pas ni des présidents de la République, ni de Paris, ni de New York. On ne vous culpabilisera pas parce que vous mangez de la viande, ni parce que vous roulez en voiture. Nous avons décidé de pointer ici les solutions, les entreprises, les initiatives, les gestes qui, dans notre quotidien, chaque jour, nous permettent de trouver à notre façon, dans notre quotidien, des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique. Une ambition grande et à la fois abordable, c'est l'envie et le pari de Place to Be. Aujourd'hui, au sommaire, comme chaque jour, des entreprises, des initiatives. Et d'abord, nous commencerons avec la maison de vos rêves. 1 150 € le mètre carré, 50 € de facture de chauffage pour l'année. Au rayon IMO, Place to Be casse les prix ce midi. C'est arrivé près de chez nous, plus ou moins de degrés, on le sait, c'est l'enjeu de la COP21 qui se joue aussi à Toulouse. Météo France abrite l'un des 30 grands centres de recherche sur le climat au monde, 250 chercheurs, 80 climatologues. Nous en accueillerons un aujourd'hui et il nous dira tout sur les enjeux de la prévision et du climat. Un avion fabriqué avec du bambou, on y croit. Airbus est à Laguet, il nous écoute ce midi et on découvrira cette solution, cela s'appelle BOPA. Pas de café, nous reprendrons notre habituelle petite cup of tea avec Vanessa Stone et sa revue de presse. Comment la COP21 et le climat parisien est vu dans le monde entier à travers la presse anglo-saxonne. Et puis on fera une petite pause télé, ça tombe bien, avec Laurent qui viendra nous présenter aujourd'hui le tuto qui tue, c'est notre geste du jour. Il fabriquera un petit plateau télé en direct ici sur le plateau de Place to Be. Et puis vous le méritez, chaque jour c'est notre livre du jour avec Daniel Luciani. Pas de livre sexy, mais une petite surprise, ce sera en fin de magazine. Bienvenue dans le journal TV de Place to Be. Le journal 100% climato-compatible, c'est parti. Bonjour Benoît Daré. Bonjour. Bienvenue à Place to Be, vous êtes notre premier invité. J'ai fait un petit clin d'œil tout à l'heure. Place to Be casse les prix sur l'immobilier. On a eu un coup de cœur sur votre entreprise et ce que vous proposez. Alors c'est vrai que depuis le début de la semaine, on a proposé des solutions techniques avec des startups qui proposent de l'innovation, des fois technologique. On travaille beaucoup sur l'énergie. Vous proposez simplement, c'est pas tout à fait simple, on va voir, mais vous proposez une maison. Et c'est une maison rêvée. Rêvée, je suis ravi de l'apprendre. Naturadome, effectivement, est une arche végétalisée, bioclimatique, qui est destinée à la construction de maisons individuelles, mais également de bâtiments collectifs ou du bâtiment professionnel. C'est d'abord une arche qui répond 100% aux contraintes environnementales et aux enjeux bioclimatiques actuels. Alors l'arche, c'est la structure, c'est la charpente de cette maison ? Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, on est sur un terroir qui est basé sur l'innovation. Et Naturadome naît de l'innovation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a pris le parti pris de se dire que d'autres solutions existaient, que ce n'était pas forcément des maisons cubiques carrées, qu'il fallait peut-être imaginer d'autres possibilités pour minimiser les coûts, pour augmenter le confort et pour être vertueux au niveau environnemental. Donc effectivement, l'arche est pour nous une forme qui nous a énormément séduite parce qu'elle nous permettait de reprendre des efforts considérables puisque Naturadome est entièrement revêtu par une charge de terre ou tout simplement par le terroir dans lequel on va s'inscrire. C'est-à-dire que si on fait un projet dans les Landes, eh bien on va retrouver du sable et des fougères sur la maison. En fait, vous avez une arche, oui, qui est issue de matériaux que vous récupérez, c'est ça? Alors ça, c'est le second volet. C'est effectivement, une fois qu'on a imaginé le concept d'habitat, et pour être conforme à nos objectifs, on a tout basé sur l'économie circulaire. C'est-à-dire que tous les matériaux issus de notre concept sont d'abord des matériaux qui vont être issus du recyclage. On va retrouver dans un premier temps, effectivement, l'arche en métal. Cette arche en métal provient de la revalorisation d'anciens abris à avions de chasse de l'armée de l'air. C'était des abris qui
date de 1948, du plan Marshall. Donc on a redonné une seconde vie à ces structures. Ensuite, on utilise des matériaux biosourcés pour l'isolation. C'est tout simplement de la palette qui est broyée, qu'on va pouvoir mettre en forte épaisseur sur Naturadome. Et ensuite, notre principal matériau, comme je disais tout à l'heure, c'est le matériau qu'on va trouver sur place, c'est-à-dire c'est le sol, c'est le terroir. Et le gros avantage de cette philosophie constructive, c'est qu'on va pouvoir avoir un effacement intégral de l'architecture, c'est-à-dire que l'architecture va se fondre dans le paysage. Elle va devenir prairie quand on va être dans une zone rurale comme à la Peyre, où se situe notre prototype, mais elle va devenir aussi rocaille ou garrigue si on est en milieu méditerranéen. Alors, on va inviter tout simplement les téléspectateurs à aller voir sur votre site, parce qu'il y a des très belles photos, effectivement, de ces maisons qui sont magnifiques, qui ne ressemblent pas tellement à des grottes. Effectivement, on voit le dôme. Au-delà de cet aspect-là, alors vous dites il y a effectivement le recyclage au sens un peu large et très élaboré, parce qu'il y a l'innovation dans ce recyclage. Et puis, il y a aussi le côté énergétique, on y revient, avec on peut dire quoi? C'est une énergie positive? C'est très facile d'être en énergie 50 positive. 50 € de facture de chauffage par an, c'est ça? C'est assez incroyable. On est à peu près à 50 € de facture de chauffage par an, c'est-à-dire on est proche de zéro. On pourrait facilement être à zéro avec une utilisation optimisée. Donc là, on travaille encore sur ces principes d'optimisation. Effectivement, ça, c'était le dernier objectif fondamental, c'est qu'il fallait qu'on soit à la fois vertueux au niveau environnemental, mais surtout confortable. Alors, le confort, ça passe par l'économie d'énergie, parce qu'on n'a pas de sensation de froid ou de chaud dans cette maison. On a une chaleur qui est uniformément répartie partout, qui provient de l'exposition solaire, mais qui provient principalement de toutes les énergies fatales des équipements qu'on va retrouver à l'intérieur. C'est-à-dire que l'énergie que va produire... Énergie fatale, ça fait un peu peur. Alors, énergie fatale, je vous explique ce que c'est très simple. C'est l'énergie du frigo, c'est l'énergie du... Pour faire du froid, le frigo va faire du chaud. On n'en a pas conscience dans une maison classique où on a des déperditions permanentes. Quand on est dans une enceinte qui est très hermétique, toutes les calories qui sont produites, elles se cumulent. Votre maison est intelligente, elle est un peu comme ce studio. Elle capte la chaleur? Elle capte la chaleur, elle la stocke parce qu'on est sur une structure qui est très massive, donc on a une inertie très très importante, c'est-à-dire que les calories qui vont être produites par la télé, par le frigo, par l'ordinateur et par les occupants eux-mêmes, parce que chaque occupant va libérer 100 watts par heure en permanence. C'est énorme. Voilà, donc toutes ces calories-là, elles vont être stockées dans cette structure, et comme elle est très très bien isolée de l'extérieur par une couche de bois de 50 cm, donc on est sur des épaisseurs qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des habitations classiques. Et cette épaisseur de couche de bois, c'est tout simplement du copeau de bois, c'est-à-dire un déchet qui aurait dû partir en déchetterie, qui aurait coûté à la collectivité. Et ce déchet-là devient donc une matière première qui va permettre d'obtenir des performances considérables, qui va participer au confort des habitations et qui surtout ne va pas coûter cher. Alors tout ça, c'est essentiel parce que... On parle d'argent. Alors c'est vrai que on cherche depuis le début de la semaine, on a des innovations qui sont très intéressantes. Souvent, un des problèmes des développeurs, des start-upers, c'est de convaincre, c'est d'aller convaincre le client, qu'il soit entreprise ou particulier, de l'utilité de passer, de changer et d'aller sur un produit qui consomme moins d'énergie. Vous, ce qui est très parlant, c'est quand on dit 50 € de facture de chauffage par an, bon, c'est très parlant. Puis le deuxième chiffre qui parle, c'est aussi 1000 € de coût de construction. Alors c'est j'imagine une entrée de gamme, mais c'est quelque chose de faible. Aujourd'hui, c'est 1500 € le prix de consommation. Voilà. Alors, juste, c'est 1150 € sur une base hors taxe, donc on est sur les 1380 € en TTC. Mais c'est moins cher qu'une maison normale. Mais on est beaucoup moins cher qu'une maison normale en ayant des performances thermiques qui sont 2 fois supérieures à la réglementation thermique 2012. Ça, c'est vraiment la plus-value. Et c'est surtout un concept qui va pouvoir se décliner effectivement en habitat entrée de gamme. On sera 100% conforme à la réglementation constructive française, mais qui va pouvoir aussi se dupliquer en gamme supérieure ou en gamme prestige, où là, on peut proposer des finitions très très élaborées. On travaille par exemple sur un projet à Saint-Barth, c'est pour de l'habitat
touristique où on a la piscine dans le salon. Ça, on sait faire, c'est notre métier. Donc on peut vendre du rêve aussi et du rêve accessible. Les maisons de rêve, je disais, parce que sur votre site, effectivement, il y a des photos magnifiques, rêvées. Vous avez vous faites partie des vainqueurs, des lauréats du prix de la Fondation Nicolas Hulot. Vous serez récompensé pendant cette COP21 à Paris en début de semaine prochaine. C'est un prix, j'imagine, qui est important en termes de stratégie pour votre entreprise, notamment qui va vous aider pour communiquer et développer. C'est sans doute un de vos enjeux aujourd'hui. Tout à fait. C'est-à-dire qu'actuellement, notre principal point faible, c'est qu'on est implanté en milieu rural, dans les Hautes-Pyrénées. On n'est pas forcément visible du grand public. Et pour nous, la communication, c'était vraiment important, du moins pour se faire connaître et faire valoir la qualité de nos produits. C'est stratégique, effectivement, de pouvoir avoir accès à des médias de max. C'est pour ça qu'on a candidaté sur le concours My Positive Impact. On est arrivé lauréat, donc on est arrivé 5e. 148 000 votes, bon, c'est pas neutre, mais ça nous a permis d'avoir une certaine aura. C'est-à-dire qu'on a pu avoir des campagnes de presse à la fois dans des parutions type Science et Vie, Psychologie Magazine. Ça va vraiment vous aider à accélérer. Donc on a pu accélérer effectivement la connaissance de notre produit vis-à-vis du grand public. Par contre, et ça c'est un petit peu aussi une bouteille que je lance à la mer, notre principal obstacle actuellement, c'est pas les clients on en a. Ouais. C'est l'administration qui, malgré un contexte législatif qui est très favorable à nos produits, va nous mettre des bâtons dans les roues parce qu'on va briser la culture architecturale classique. C'est le paradoxe, la législation parfois freine sur les économies d'énergie, alors qu'aujourd'hui on sait que c'est un des leviers très importants, le crédit d'impôt, etc. Tout à fait. Alors, principalement, c'est la législation qui impose nos solutions. Donc on est 100% dans le cadre législatif. Par contre, c'est les gens qui sont censés appliquer cette législation-là qui freinent. C'est-à-dire principalement, c'est certains élus et certains fonctionnaires. Bon, il est quand même à noter que jusqu'à présent, on n'a pas eu de refus en termes de permis de construire, en particulier dans des zones bâtiments de France. Mais par contre, c'est un gros travail de lobbying, d'information, parce que quand on rompt les codes architecturaux locaux, quand on rompt la culture, c'est vrai que systématiquement, il y a une position de défense à la fois de l'administration et des sachants. Donc là, il y a un gros travail de lobbying et j'espère que des prestations qu'aujourd'hui participeront à faire connaître nos produits. Et sincèrement, on peut faire du beau, du pas cher, du durable, c'est possible. On est convaincus, on espère que le message est passé. En tout cas, merci beaucoup Benoît Darré pour cette présentation de Naturadome et ce prix, bravo. Je vous invite vraiment à aller voir ces belles maisons sur le site internet. Elles sont magnifiques et elles vous feront, je l'espère, vous aussi rêver. Je vous rappelle que dans toute cette semaine, Place to Be, effectivement, lance un appel aux entreprises. Si vous êtes, vous, une start-up et que, d'une façon ou d'une autre, dans votre développement, vous considérez que vous faites du bien et que vous œuvrez pour le bien de la planète, venez pitcher ici, à la rédaction d'Equito, dans les locaux d'Equito, un pitch d'1 minute, un exercice, votre message sur votre entreprise, sur un vrai plateau télé, et puis ce petit film vous sera offert. À noter aussi l'initiative liée à Place to Be, toute cette semaine également à Paris, avec le défi 100 entreprises pour la planète. Hier, grand rassemblement de ces entreprises avec toutes les organisations partenaires à la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse. Ces entreprises s'engagent à leur façon via un engagement de transparence. Vous êtes prêts à afficher votre consommation électrique pendant 2 ans et vous vous engagez à essayer de réduire cette consommation. Alors venez signer le défi des 100 entreprises pour la planète. Vanessa Stone, bonjour. Bonjour Cécile. Comment ça va? Bien. Toute cette semaine, Vanessa, vous suivez le regard de la presse anglophone, sur la COP21, sur la France. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dit un petit peu de Paris? Aujourd'hui, on commence ailleurs. On commence en Afrique du Sud avec News24, un site basé au Cap. En anglais, donc? En anglais, tout est en anglais. Là, forcément, on a un point de vue africain. Heureusement, on a un point de vue africain. Très intéressant, assez catastrophique, mais très intéressant néanmoins. Il nous raconte les 12 dirigeants africains qui ont rencontré François Hollande et nombreux sont ceux qui ont aussi rencontré Obama.
Évidemment, il parle des enjeux dramatiques pour l'Afrique, donc le Sahara qui avale les terres agricoles, les forêts qui disparaissent du Congo au Madagascar et au-delà. Mais en réponse, François Hollande qui s'est engagé à donner des milliards d'euros en énergie renouvelable et accès à l'électricité pour les plus pauvres. Évidemment, ça a été extrêmement bien accueilli, nous le raconte News 24 en Afrique du Sud. Et il a fait un aveu très explicite qui était le monde industrialisé a une dette environnementale envers le continent africain. Et cette humilité a été très appréciée. Voilà, après, ils font un point plus précis sur le lac Tchad, où ils rapportent les propos du président du Niger, Mahamadou Issoufou, qui lui raconte la situation dramatique du lac Tchad, qui était un des plus grands lacs du monde, hein, et qui, depuis 1960, a perdu 90% de sa surface. Quand on sait qu'il dessert 20 millions de personnes, on mesure un peu à quel point c'est dramatique, et à quel point ces gens-là se retrouvent désespérés. Et qui dit désespoir, dit proie facile pour Boko Haram, qui sévit dans la région depuis 6 ans maintenant, qui a déplacé 2,3 millions de personnes, sans parler de tous ceux qu'ils ont tués. Donc, en tout cas, pour Mahamadou Issoufou, il y a un rapprochement très direct à faire entre terrorisme et climat. Ouais. Autre rapprochement terrorisme et climat, bizarrement plus positif de la part de notre Barack Obama, n'est-ce pas, rapporté par le Sydney Morning Herald, donc par un journal australien, mais enthousiasmé par Obama comme beaucoup de journaux anglophones, qui a déclaré que le maintien de la COP21 suite aux attaques du 13 novembre est un acte de défi, un acte de résistance, et qu'il n'y a pas de meilleur... oui, pour la France. Pour nous tous, pour la planète. Oui. Parce qu'il n'y a pas de meilleure façon de rejeter ceux qui veulent détruire notre monde que de mobiliser nos efforts pour le sauver. Donc on peut toujours compter sur Barack Obama pour des beaux rhétoriques, effectivement, il n'a pas déçu. Son voisin du Nord, par contre, Justin Trudeau, le nouveau Premier ministre canadien, ne voit pas le lien, lui. Et il le déclare dans The Star de Toronto. Il reconnaît que dans toutes les discussions qu'il a pu avoir depuis qu'il a pris ses fonctions, il y a peu, toutes les discussions internationales, on a évoqué ce lien, en tout cas ces deux sujets, la sécurité, le terrorisme et le climat, mais il a dit, je le cite, « Je ne vois pas de lien direct ». Ok. Mais ce qu'il voit, c'est que les peuples indigènes ont su s'occuper de notre planète pendant des milliers d'années. Nous avons beaucoup à apprendre et pas de temps à perdre. Donc, à nouveau, un peu d'humilité, un peu de relativisme culturel qui a été très bien reçu par les peuples premiers en question. Voilà. Et d'autres peuples premiers, en tout cas peuples anciens, c'est en Inde, où le Premier ministre Narendra Modi, lui, a fait une belle déclaration qui était que dans la tradition indienne, le soleil est la source de toutes les formes d'énergie depuis les temps anciens. Différentes civilisations ont accordé une place privilégiée au soleil. Donc pourquoi cette déclaration un peu poétique? C'était lors du lancement du International Solar Alliance, donc l'Alliance internationale solaire, avec François Hollande, qui est un gros projet très concret, qui va vraiment vers des solutions, qui est de capter et d'exploiter la puissance du soleil. Et ça regroupe 122 pays qui se retrouvent entre les tropiques du Cancer et de Capricorne, donc cette bande chaude, qui vont essayer de capter et d'utiliser cette énergie pour des énergies propres. Et ce sera hébergé par l'Institut indien d'énergie solaire au sud-ouest de New Delhi pendant 5 ans au moins. Donc c'était une grande annonce très positive. Et autre initiative très constructive, autre solution, c'est à Vancouver. Donc, on repart au Canada, où là, ils ont de grandes ambitions à l'échelle de la ville. Ils veulent devenir la ville la plus verte du monde d'ici 2020, selon des critères bien précis. Et ils veulent tourner entièrement à l'énergie renouvelable d'ici 2050. Donc, des grandes ambitions. Et pour les réaliser, ils ont une approche commerciale, en fait, à l'échelle de la ville, qui fait qu'ils envoient Vancouver à elle toute seule, envoie une délégation à la COP21. Ils y sont là, indépendamment de Justin Trudeau, de leur Premier ministre. Et ils sont là pour
construire leur marque, pour vendre cette notion de Vancouver en ville verte, pour attirer des investisseurs. Ils ont été très heureux d'annoncer qu'au bout de longues négociations, le chinois Han Haiziye a enfin signé pour ouvrir un centre pour innovation clean tech, donc technologie propre, un grand centre à Vancouver qui va les aider dans ce sens. Voilà, donc on va vers l'avant, n'est-ce pas? J'espère que je pourrai vous en dire autant demain. Je vous retrouve. Voilà. On l'espère, Vanessa. En fait, ça veut dire que Paris, c'est aussi une place de marché pour faire du business. Un peu beaucoup, mais là, du business plutôt bon pour la planète. Pas forcément, pas forcément le cas, mais là, oui. À suivre. Merci beaucoup pour ce décentrage et ce recul que vous nous permettez de prendre pour cette COP21. C'est vrai qu'on va loin, et qu'on voit mieux, sans doute, dans l'hémisphère sud, les conséquences de ce réchauffement climatique dont on parle ici à Toulouse. Et c'est vrai qu'on a parfois du mal à le visualiser. Depuis le début de la semaine, on pointe des solutions, comme je le disais tout à l'heure. On essaye donc de tourner autour de ces innovations, ces startups qui travaillent en fait beaucoup, on l'a vu, autour de la question de l'énergie. L'énergie, c'est bien sûr la clé, puisque quand on consomme de l'énergie fait de la pollution en émettant ce fameux CO2 qui monte dans le ciel et donc fait ce petit trou dans la couche d'ozone qui conduit au réchauffement climatique. Noureddine, bonjour. Bonjour. Pour les enfants et pour les grands aussi, vous nous expliquez aujourd'hui ce que c'est la pollution? J'ai plutôt expliqué ce qu'est la pollution donc, de l'air. Parce qu'il y a plusieurs types de pollution. C'est pas la même chose. Il y a la pollution de l'eau, mais ça on en parlera demain. Oui. Aujourd'hui, donc, la pollution de l'air, donc, on sait que le climat change, on sait qu'il se réchauffe donc, à cause des gaz à effet de serre. L'effet de serre, donc, c'est quelque chose de naturel. On en a besoin pour vivre sur Terre. C'est grâce à ces gaz à effet de serre que la chaleur du soleil ne s'échappe pas dans l'espace. Donc si on peut aller à la plage l'été, c'est grâce à lui quand même. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'augmentation de ces gaz à effet de serre font que la chaleur donc, s'échappe un peu moins, qu'il fait de plus en plus chaud et que, un peu comme une cocotte minute, donc la Terre se réchauffe. Donc, ces gaz, d'où viennent-ils? Donc, il y a d'abord le CO2, qui est le plus connu, le dioxyde de carbone, et est principalement produit donc, par des centrales électriques, comme les centrales à charbon, gaz ou pétrole. Elles brûlent ces produits, donc ça dégage du CO2 et d'autres polluants. En Europe, par exemple, sur les 30 plus gros pollueurs qu'on a, il y en a 26 qui viennent donc de ces centrales électriques. Oui. Le reste de la pollution donc, est produite là, par des grosses usines, les transports routiers ou les habitations. Il y a d'autres gaz aussi donc, qui génèrent d'autres gaz à effet de serre, comme le méthane, l'oxyde d'azote. Le fameux prout. Voilà, le fameux prout. C'est-à-dire que c'est l'agriculture donc, qui est la championne du rejet de ces gaz, donc, avec l'élevage des animaux, donc, les proutes qu'on a vu hier aussi, la culture des céréales, par exemple. Et donc, depuis 1997, il y a 180 pays qui ont signé un protocole, le protocole de Kyoto, lors d'une COP comme celle qu'on vit en ce moment à Paris, et donc pour limiter donc, la production de ces gaz. Sauf que le jour où ils ont signé ce protocole, les deux plus gros pollueurs, qui sont les États-Unis et la Chine, n'ont pas signé. On en est là. On en est là. Aujourd'hui, on est donc en 2015. On est en train d'essayer de trouver un après-Kyoto qui, pour 2020 et au-delà. Donc l'idée, l'ambition, c'est de limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés sur ce siècle, d'ici 2100. Donc, est-ce que les États-Unis et la Chine, cette fois, vont réussir à s'engager, à signer quelque chose? Donc ça, c'est le grand mystère, enfin, en tout cas, on espère. En tout cas, on n'a pas le choix aujourd'hui. Si on veut atteindre cet objectif qui est celui des 2 degrés, et si on ne veut pas que ça puisse nuire à la biodiversité, enfin, à toute la vie qu'il peut y avoir sur Terre, donc il faudra que ce protocole de Paris puisse être signé. On en est là, donc c'est le fameux enjeu de cette COP21. On va continuer à parler du climat. Merci Noureddine, on vous retrouve chaque jour sur notre newsletter et sur le site place2be
toulouse.org avec ce rendez-vous avec Milan et tous les contenus qui ont été produits pour les enfants. N'hésitez pas à aller vous inscrire pour recevoir notre newsletter quotidienne qui est truffée de bonnes idées et de choses assez rigolotes aujourd'hui. Bonjour. David Sala-Imelia, bonjour. Vous êtes ingénieur, climatologue, non, vous êtes climatologue, chercheur à Météo France. Oui, je suis chercheur en climatologie à Météo France. En quelques mots, ma spécialité, c'est de contribuer à la création de modèles informatiques qui représentent le climat de la planète dans une partie de sa complexité. C'est-à-dire, ce sont des modèles qui couplent de l'océanographie, un modèle d'atmosphère, un modèle de sol, de végétation, de glace, etc., pour essayer de représenter le climat de la planète et son évolution. Alors, je le disais dans le sommaire, c'est vrai qu'on est assez fiers ici à Toulouse. On a voulu à Place2Be mettre en avant toutes les solutions et l'inventivité, la créativité et aussi l'énorme pôle de recherche qui existe sur notre région. C'est une chance. Et c'est vrai que Météo France fait partie des 30 ou de la trentaine de gros centres de recherche mondiaux qui travaillent sur le climat. On a aussi réfléchi ici à Place2Be à trouver des solutions. Quand on a dit raconter différemment le climat, c'est essayer de se rapprocher le plus possible de notre concret pour faire comprendre aux gens ici en fait, que le réchauffement climatique n'est pas qu'une abstraction. Concrètement, dans notre quotidien, qu'est-ce qui peut nous faire lire le réchauffement climatique aujourd'hui, ici à Toulouse ? Alors je dirais qu'il y a l'évolution de certains aspects qui sont strictement météorologiques, notamment on entend dire régulièrement que des records sont battus, ou par exemple que l'an dernier sur la France, en 2014, la France a connu la température moyenne annuelle la plus élevée jamais observée par Météo France. On voit régulièrement des records tomber, des records de chaleur, plus souvent d'ailleurs que des records de froid. Déjà, ça suggère qu'il y a une évolution du climat dans le sens d'un réchauffement. Pour l'habitant, c'est ce qu'on disait, pour le citoyen normal, en fait, le plus visible, ce sont les petites extrêmes sur l'été et l'hiver, quand il fait vraiment très chaud ou très froid. Là, on est dans une sensation concrète du réchauffement climatique, on peut le dire. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on peut dire, en effet, c'est que là où ça devient vraiment sensible, c'est quand les extrêmes de température chaude, donc par exemple en juillet, sont déjà des choses qui sont un peu difficiles à supporter. Et avec le réchauffement climatique, on ajoute 1 ou 2 degrés à ça et ça peut devenir vraiment insupportable. On l'a vu par exemple à Paris début juillet et sur une grande partie de la France, on a vu des températures qui approchaient ou dépassaient 40 degrés. Le ressenti n'est pas le même. Par exemple en automne, là on vient de connaître un des mois de novembre les plus chauds jamais observés par Météo France en France. Alors là, ça paraît agréable, enfin on peut dire printanier, on dit quelquefois c'est presque l'été, on a eu des températures qui atteignaient 29 degrés sur le Pays Basque au cours du mois de novembre. N'empêche, ça aussi c'est une manifestation du réchauffement climatique. Et à l'inverse, ce qu'on observe de moins en moins, ce sont des vagues de froid. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles disparaissent complètement, mais on en a de moins en moins, et lorsqu'elles se produisent, elles sont tout de même un peu moins intenses. Alors, c'est vrai que c'est une clé, les mesures que vous faites. Alors, vous travaillez, on va le voir, sur le présent, sur le passé et beaucoup sur l'avenir. Votre travail est stratégique parce que c'est vrai que sur cette question du réchauffement climatique, en tant que journaliste, on a beaucoup souffert sans doute du côté parfois un peu technique des scientifiques et de la recherche, et puis aussi de tout ce qui a été malheureusement avancé autour du GIEC il y a une dizaine d'années, autour des climato-sceptiques. Ça fait sans doute beaucoup de mal. Aujourd'hui, les relevés de Météo France sur, par exemple, le siècle passé permet d'apporter la preuve concrète que le réchauffement climatique, il est bien réel. Il y a bien un réchauffement qui est déjà enregistré. Oui, alors ça, c'est vrai sur la France, effectivement, il n'y a aucun doute là-dessus. Le climat s'est réchauffé depuis le début du XXe siècle de pratiquement 1,4 degré. Donc ça paraît relativement peu à l'échelle d'une année, parce que c'est vrai que 1 degré en température en plus ou en moins, on peut se dire que ce n'est pas vraiment énorme. Mais n'empêche, pour donner un petit peu une comparaison, 1,4 degré, c'est à peu près la différence de climat en moyenne annuelle entre Nantes et Bordeaux. Alors, dans le ressenti collectif, on sait bien qu'il fait plus chaud à Bordeaux qu'à Nantes. N'empêche, 1,4 degré, concrètement, c'est ça.
d'autres aspects qui ne sont pas toujours expliqués de manière très très concrète, ce sont par exemple les évolutions de température moyenne annuelle, mais à l'échelle du globe. Alors on parle souvent de l'objectif à 2 degrés de réchauffement depuis 1850 à ne pas dépasser, ou de 4 degrés par exemple. Et là aussi, on essaye généralement d'être un petit peu plus concret. Par exemple, sur la France, une augmentation de la température de 3 à 4 degrés, ce qui pourrait nous arriver si finalement rien n'est fait pour contrôler les émissions de gaz à effet de serre, ça équivaut à une multiplication par 3 du nombre de jours de vagues de chaleur intenses d'ici la fin du XXIe siècle. Ouais. Et là, disons, pour le ressenti, ça parle un petit peu. Alors, vous avez un rôle stratégique parce que, en fait, votre travail, du coup, sur le futur, votre travail de prévision sur le futur, ce que va devenir notre climat d'ici 100 ans, c'est ça qui permet aujourd'hui de dire aux représentants, aux 195 pays qui sont représentés, réunis à la COP21, c'est ça qui permet de dire, attention, si on ne fait rien, nos modèles scientifiques nous annoncent qu'il va faire 2 ou 4 degrés de plus. Là où vous disiez en termes de vulgarisation et de communication, là où c'est compliqué, c'est qu'en fait, vous pouvez, par exemple, dire que l'été prochain, il fera chaud. Vous ne pouvez pas dire que le 14 juillet, il fera chaud. Et pour la planète, à l'échelle de 100 ans, c'est un peu la même chose. Vous pouvez nous dire que dans 100 ans, si on ne fait rien, il fera trop chaud. Mais par contre, ce n'est pas sûr. Vous ne pouvez pas nous prévoir la température le 14 juillet 2100. Voilà, ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que l'été sera l'été. Voilà, ça ne va pas changer. L'hiver sera toujours plus froid que l'été. Par contre, on peut dire aussi avec un haut degré de certitude que les 20 dernières années du XXIe siècle, en moyenne en France, en Europe ou dans le monde, seront certainement plus chaudes que ce qu'on connaît actuellement. Alors que ça peut paraître un petit peu paradoxal, on ne peut pas dire quel temps il fera exactement dans 15 jours, à Toulouse ou à Paris. Ça, c'est un exercice qui n'est pas possible. Par contre, aujourd'hui, je peux aussi vous dire que le mois de juin sera probablement plus chaud que le mois de décembre, simplement parce que nous savons tous que les rayonnements du soleil sont plus intenses au mois de juin. Dans ce cas-là, c'est la cause qui fait que le mois de juin est toujours plus chaud que le mois de décembre. Ce dont on parle en termes de réchauffement climatique, c'est plutôt, la cause est différente. Là, ce n'est pas le soleil, parce que le soleil en moyenne sur l'année ne va pas chauffer plus à la fin du XXIe siècle qu'actuellement. Ce qui change, c'est le contenu en gaz à effet de serre de l'atmosphère. Le dioxyde de carbone, le méthane, l'oxyde nitreux, qui sont des gaz un petit peu moins connus. Et ce qu'on sait, et ce que nous apprennent les modèles de Météo France, mais aussi de l'IPSL à Paris, et de la trentaine d'instituts dans le monde qui participent à l'exercice, c'est que si on n'arrive pas à faire un effort très important de réduction des émissions de dioxyde de carbone dans les années à venir, mais aussi tout au long du XXIe siècle, eh bien, si on continue comme actuellement, ce seront 4 voire 5 degrés de réchauffement pour l'ensemble de la planète, c'est-à-dire le même réchauffement qui a eu lieu lorsqu'on est passé du dernier âge glaciaire au climat actuel. Sauf qu'au lieu d'avoir lieu en 10 000 ans, comme ça a été le cas pour la sortie du dernier âge glaciaire, ça aurait lieu en seulement 100 ans. Et c'est vraiment là qu'est le danger. Ici, c'est plus difficile en région de se dire, bon, 1 degré de plus, finalement, on n'est pas si mal à Toulouse. C'est plus les conséquences liées. Oui, tout à fait. Alors, on peut parler effectivement beaucoup de la température, par exemple, pour ceux qui étaient en France en 2003. En 2003, la grande canicule de juin et d'août 2003, il y a pas mal de gens qui s'en souviennent parce qu'ils étaient épuisés après des nuits à ne pas pouvoir dormir parce qu'il faisait trop chaud. Il faisait 37 degrés couramment au mois d'août à Toulouse pendant une bonne partie du mois. Ça, c'est effectivement très pénible comme ressenti. Alors, mais il ne faut pas s'arrêter à la météo, parce qu'il faut aussi s'intéresser aux impacts de ce type de changement de
de climat. Bon, notamment, on a aussi moins de précipitations, donc moins d'eau dans les rivières. On a des risques d'incendie qui pourraient être accrus. Ça pose des tas de problèmes en termes de ressources en eau. On risque d'être obligé d'arbitrer entre l'agriculture, les besoins domestiques, les besoins de l'industrie ou des centrales nucléaires pour les refroidir. Il y aura peut-être des arbitrages un petit peu compliqués auxquels il faudra procéder. Et il y a aussi, évidemment, un certain nombre d'écosystèmes marins ou terrestres qui risquent de subir d'énormes impacts. Ça encore, c'est pour... Bon, on peut voir les choses du point de vue européen. On a quand même les moyens de s'adapter dans nos régions. Là où ça devient beaucoup plus dramatique, c'est pour les régions les plus pauvres du monde qui n'ont pas forcément les possibilités de s'adapter à des conditions climatiques beaucoup plus chaudes que ce qu'ils connaissent actuellement. D'où votre rôle d'alerte et de vigie stratégique à Météo France. Vous, personnellement, en tant que chercheur, vous n'êtes pas trop angoissé par tout ce contexte de travail? Ça doit être assez angoissant quand même, non? Alors, angoissant, je dirais non. Je pense qu'on est vraiment très très informé. On est vraiment en pleine certitude sur beaucoup de phénomènes. Ça a changé depuis 5 ans, ça? Ou depuis 10 ans? Le degré de certitude augmente, je dirais, par rapport à certains phénomènes. Et il semble quelquefois... il y a un tel degré de certitude sur ces choses-là qu'on se dit qu'il faut vraiment être capable de communiquer cette certitude-là parce que on sent, et c'est tout à fait normal, que beaucoup d'idées sur l'évolution climatique ont encore du mal à passer, à la fois dans le grand public, mais même dans une partie de la communauté scientifique. Et il est vrai que ce qui est en train de se produire et ce qui pourrait se produire reste quand même assez inconcevable. Ça remet quand même beaucoup de choses en cause. Ça montre que notre monde est fini, la planète a des limites. On ne peut pas utiliser les ressources fossiles sans se préoccuper de ce que ça va devenir une fois consommé, une fois que le dioxyde de carbone s'accumule dans l'atmosphère. Ça remet en cause potentiellement les notions de progrès, de croissance infinie. Enfin, ça va vraiment au-delà de la climatologie et ça, je pense que peu à peu, il faut continuer à communiquer, mais aussi à trouver des solutions pour que les évolutions climatiques et les impacts ne soient pas trop sévères, en tout cas, soient supportables. C'est pour ça que vous êtes là. Et nous aussi, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. David Salah-Imelia, qui est donc climatologue à Météo France, le gros centre de recherche de Toulouse, bien sûr partie prenante de cette COP 21 à Paris. Et on a parlé donc de la nécessité des solutions de l'urgence. Aujourd'hui, on continue notre petite chronique, le tuto qui tue. Anne Mignard hier a jeté son téléphone portable. On va passer à toute autre chose, un autre tutoriel avec aujourd'hui une fabrication. On va prendre nos mains et on va réapprendre à fabriquer quelque chose. Alors, il y a Laurent qui est en train de s'installer. Prends le micro, Laurent, si tu veux. Tu l'as? Non, j'ai tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut, il faut juste que je me branche. Voilà. Je peux t'aider. Alors, on est en direct. Laurent est un bricoleur, en fait. Donc, normalement, il se débrouille encore mieux que moi. Il laisse le micro. Alors bonjour. Bonjour, Laurent. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Tu t'occupes de l'atelier des bricoleurs et aujourd'hui, tu vas nous bricoler quelque chose. Tout à fait. D'abord, nous montrer peut-être le très bel objet qu'on va s'offrir à Noël. Voilà, je suis venu avec un très bel objet qui a été fait par un des usagers de l'atelier des bricoleurs. C'est un clavier steampunk. Donc, c'est un clavier qui a été relooké par Guillaume et qui, à partir de touches d'une vieille machine à écrire, a recréé son clavier avec un tour en bois, avec un fond en feutrine. Enfin, voilà. Et ça marche. Et ça marche. C'est son clavier de jeu de tous les jours. Il m'a dit d'en prendre très grand soin. Et voilà, l'idée, c'est de montrer qu'avec de la créativité, on peut faire beaucoup de choses. Et de vous montrer aussi que le bricolage, c'est un loisir, c'est utile, ça apporte beaucoup de choses, de la fierté, de la confiance en soi. C'est une façon de faire des économies, c'est une façon d'avoir les objets qui nous plaisent. C'est aussi une façon de consommer autrement, avec des matériaux qui sont plus sains, qui sont des matériaux de récupération,
qui sont des matériaux locaux. Voilà. Donc, c'est énormément de choses qui se passent au travers du bricolage. Et c'est un petit peu le message et toute l'idée que je veux faire passer au travers de l'atelier des bricoleurs. Et en plus, c'est simple, parce que tu vas nous montrer qu'en fait, on peut faire des choses pas mal, de manière assez simple. Exactement, exactement. Donc on va y aller. Ouais. Je vais te demander un peu d'aide. Oui. Oui. Alors on va mettre ça de côté parce que c'est à faire attention. Et on va attaquer. Donc le projet d'aujourd'hui, c'est de fabriquer ensemble un plateau pour un écran d'ordinateur. Ouais. C'était Voilà. la commande en fait. C'est la commande que vous m'avez passée, donc c'est une création spéciale à Place to Be. Et je me suis mis au boulot, j'ai voulu montrer que de manière assez simple, on pouvait assembler des baguettes de bois. Alors ça, c'est des baguettes qu'on peut fabriquer. Moi, comme je suis sur la récup, on est parti de palettes. La palette, au départ, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors ça, c'est des matériaux qu'on peut se procurer très facilement. Hein. Alors ça, on le trouve dans la rue, on le trouve près des chantiers, on le trouve près de l'atelier, puisque moi j'ai aussi la possibilité d'en récupérer beaucoup. Et le bois de palette, quand on l'a au départ, ça ressemble à ça. Au début, on se dit, qu'est-ce que je vais en faire? Ouais. Voilà. L'idée, quand on a ça, c'est d'en faire des baguettes. Alors on va commencer par le découper en deux. Quand on le découpe en deux, on commence à avoir des baguettes qui sont déjà un petit peu plus propres, parce qu'on a deux faces bien parallèles. Pour ça, on va utiliser une scie circulaire sur table, donc ça on le trouve dans un atelier. Mais quand on fait des choses un petit peu plus petites, on va pouvoir utiliser notre scie aiguine qu'on a à la maison. On le retrouve dans un atelier, on peut par exemple le retrouver à l'atelier des bricoleurs. On le trouve bien sûr à l'atelier des bricoleurs. Qui est ouvert. Qui est ouvert cet après-midi déjà. Voilà. Qui est ouvert. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de matériel et c'est une des questions que vous abordez. On va pouvoir trouver le matériel, de l'espace, parce que dans son appartement, on ne peut pas forcément faire. Et puis surtout, on va trouver des conseils et de l'assistance. Ouais. Donc on a aussi bien des gens qui sont très débutants que des gens qui sont très expérimentés qui viennent. Et avec ce principe d'échange permanent entre eux et d'échange de partage de savoir. Donc tu les as découpés en deux. Je les ai découpés en deux. Ensuite, je les ponce. Donc ça, avec du papier de verre, une petite cale à poncer. On va prendre son papier de verre et on frotte. Tout simplement. Tout simplement. Quand on a bien frotté, on a déjà un aspect qui est très différent de ce qu'on avait au départ. Je peux vous assurer que c'était le même bois. Voilà. Donc, maintenant, l'objectif va être d'assembler toutes nos petites baguettes, les unes à côté des autres, pour en faire un plateau. Ouais. Donc, en fait, on va en refaire une grande planche de bois. Oui, tout à fait. Pour ça, on va les lier avec une tige filetée qu'on va faire passer au travers de toutes les baguettes. Ça se trouve dans n'importe quel magasin de bricolage. Ça se trouve dans n'importe quel magasin de bricolage. Ça se trouve aussi en récup, chez un ferrailleur. D'accord. Voilà. On a un ferrailleur dans le quartier de l'atelier des bricoleurs. D'accord. Voilà. Alors, les choses vont être simples. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de très personnalisé. Donc, on ne va pas vouloir des bords droits. On va vouloir que notre plateau, les planches se mettent un petit peu comme elles veulent et avoir des bords un petit peu aléatoires. Voilà. Alors, ce qu'on fait, moi je me suis apporté un petit outil pour nous aider, c'est qu'on va faire nos perçages dans une première latte. Je peux te laisser faire si tu veux. Place to Be ne renonce, n'a peur de rien. Alors, l'idée c'est d'avoir un espacement donné. Donc tu vas faire un trou à peu près ici. Ouais. Ouais, alors moi j'ai déjà des trous pré-percés, mais c'est pas plus compliqué que ça, voilà. Et trop fort. Tu vas définir un espacement qui est celui de ton choix. D'accord. Voilà. Alors tu vas nous faire un nouveau trou. Je le fais où? Pour le faire, fais-le au milieu ici. Nous sommes en direct. Hein. Oui, voilà, c'est parfait. Et maintenant qu'on a notre espacement dans lequel on va faire passer chacune des deux tiges filetées, on va pouvoir le reproduire en refaisant les trous au travers dans toutes les baguettes qu'on a déjà. Ouais. Et on peut placer les baguettes de manière aléatoire. Super. Alors pour être sûr qu'elles soient bien alignées, moi je me suis fabriqué une petite butée qui permet de faire tous nos trous au même endroit. Donc si tu peux nous faire encore une petite démonstration.
C'est super ingénieux. Mais j'ai pas les idées, moi. Voilà. Alors. Voilà, c'est bon. Voilà. Alors on fait bien attention à garder ces deux planches alignées pour surtout pas déplacer les deux perçages qui sont ici. Et quand on retourne, on va pouvoir repercer au même endroit. Donc ici, là. Choisi. Voilà. La perceuse marchait bien en plus. J'ai hésité à vous amener une petite chignole pour faire ça à la main. Je me suis dit, on n'a que 4 minutes. Je l'ai vu quand j'étais petite, mais je m'en suis pas trop servi depuis. Voilà. C'est bon? Et donc, si on regarde, nos deux perçages, maintenant, sont bien alignés. Tu n'as pas été jusqu'au fond, mais... Si, c'est trouvé. Si, ah, oui. si, pardon, Si, c'est c'est trouvé. trouvé. Je ne regardais pas le bon trou. Voilà. Voilà. Et maintenant, c'est tout simple. On prend notre baguette à laquelle on aura pris soin de mettre un boulon au bout. Oui. Et on va commencer à aligner les différentes planches. D'accord. Les unes par rapport aux autres. Voilà. Quand on en a plusieurs, on peut commencer à reconstituer un plateau. Ce qui nous donne, après un assemblage, quelque chose de plus grand. C'est magique. C'est J'adore la télé, c'est magique. Voilà. On va pouvoir avoir déjà un grand plateau. Sur ce grand plateau, on va couper au milieu deux baguettes qui vont nous servir de pied. Une qu'on avait en... Ouais. Voilà. Une qu'on avait au milieu. Pareil de l'autre côté. Donc, je vais te demander d'enfiler quelques baguettes. Attends, j'ai les clés qui vont bien. Voilà, c'est bon. Si tu peux enfiler les baguettes supplémentaires. Bien aligné. C'est une Les expérience perçages. exceptionnelle de bricolage en direct par Cécile Varin pour Place to Be. Alors, mais j'ai pas la bonne avec le bon trou. Ah, c'est bon. Encore, Laurent? J'en mets d'autres? Ouais. Ok. Une deuxième. Ça va, vous suivez, c'est pas trop compliqué. Je suis assez contente parce que j'espère que je vais pouvoir emmener le plateau chez moi. J'espérais l'emmener chez moi. Alors attends, maintenant on va mettre les deux pieds. Les deux pieds. D'accord. Ici. Voilà, et on met deux baguettes par-dessus. En fait, on avait envie de montrer qu'on pouvait faire... On a compris avec des choses très intelligentes que pour agir pour le climat, il fallait être dans l'action et pas dans le discours. Donc il faut agir en fait. Là on est en train de voir qu'on peut construire des choses. Bon, c'est pas forcément télévisuel parce que souvent on est plus dans le discours. Mais là on est bien. C'est vous montrer qu'avec des travaux rapides, on arrive à recréer un objet à partir de matériaux qui étaient voués à être brûlés, à partir à la casse. Des fois, des futurs vertueux quand ils servent d'isolant. On en a parlé tout à l'heure. Mais c'est quand même très rare sur la vie d'une palette. Ouais. Ah. Et on pourra aussi aller voir sur votre page Facebook et sur votre site. Vous avez une newsletter aussi à l'Atelier des bricoleurs, parce qu'en fait, il y a plein de très beaux objets très simples que vous fabriquez à l'atelier. Tout à fait. Ouais. Donc ça y est, là, en fait, on a fini. Alors, on a presque fini, mais tu vas nous dire si on a le temps. Pour être sûr que nos pieds ne se cassent pas, il faut les lier entre eux. D'accord. Voilà. Donc, pour les lier entre eux, on va prendre des baguettes qu'on va mettre en place comme ça et qu'on va clouer pour les avoir à la bonne dimension. Pour les positionner et lier entre eux les différents pieds. Donc, je vais nous faire ça. C'est pas la bonne. Alors moi, je les ai découpés à la bonne taille avant de venir. Sauf que c'est pas celle-ci. Ah oui, pardon. On a mis... Alors tu cloues. Alors là, je cloue. Tu cloues et on va terminer ce plateau.
Laurent, l'atelier des bricoleurs, ça fait partie de ce qu'on appelle l'économie circulaire. Tout à fait. C'est-à-dire cette économie qu'on a déjà abordée tout à l'heure avec le patron de Naturadome, c'est-à-dire on profite des ressources qu'on a déjà et on les réutilise de manière intelligente. Voilà. Bon. Et puis dans l'atelier des bricoleurs, il y a aussi l'idée de la transmission Il y a l'idée de la des transmission des savoir-faire. savoirs, de la récupération, des matériaux sains. Il y a l'idée des rencontres aussi. C'est un lieu social. C'est un lieu qui est vraiment un lieu du développement durable et qui veut mettre en place les 3 grands principes du développement durable dans toutes les activités qu'on a. Donc c'est de l'accueil, c'est des bons moments qu'on passe ensemble, c'est apprendre à bricoler, c'est se transmettre le savoir, c'est énormément de choses en fait. Ce qui est une innovation. Quand on parle d'innovation, on parle d'innovation technologique, on parle aussi d'innovation sociale finalement. Ouais. Et c'est vrai que ce qui a changé, on a eu des discussions ici à la rédaction de Place to Be en disant bon, quand même, on n'est pas complètement sorti de la société de consommation. L'ultra-consommation, elle existe encore, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui émergent. Ce qui émerge, c'est notamment ça, c'est le retour du partage de compétences, du recyclage. Et après, on a Blablacar, Le Bon Coin, mais on a aussi tous ces lieux de partage et de partage de compétences. Avant, il y avait une transmission de compétences dans la famille, en fait. Aujourd'hui, elle peut être faite par les réseaux et on peut peut-être plus choisir les gens qui nous transmettent et les choses qui nous transmettent aussi. Exactement. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui m'a transmis, un papa aussi. Voilà, je me mets maintenant au service des autres qui ont besoin pour transmettre. Et puis, j'ai participé à une conférence, enfin, j'ai assisté à une conférence il y a quelques temps où une personne de sciences humaines a fait une remarque qui était très intéressante. Elle nous a dit il va falloir qu'on apprenne des autres pour avoir les bons comportements par rapport au réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on utilise le chauffage à la toque, il ne faut pas qu'on utilise la climatisation à la toque. Il faut qu'on apprenne de la part des pays du Sud à comment est-ce qu'eux se débrouillent quand il fait chaud. Voilà, il va falloir qu'on prenne ces bons comportements. Et ces bons comportements, on peut les avoir aussi bien chez soi qu'en ayant des systèmes de mutualisation comme à l'atelier. Oui, merci. Moi, je trouve que tu es venu nous montrer. Je ne sais pas si les gens sont convaincus par l'idée de... Alors, c'est un peu branlant, parce qu'on ne l'a pas fini. Mais vous verrez, je vais mettre une photo sur le site internet. S'il vous plaît. Il y aura le tutoriel complet, cette fois-ci, qui sera sur le site. Et n'hésitez pas à venir voir. On prend souvent le café et le thé tous ensemble à l'atelier. Un très bel atelier avec des machines, des ressources, du partage justement de compétences et une philosophie qu'on a abordée rapidement. Oui. Merci beaucoup Laurent. C'était avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Cécile. C'est important, c'est vrai que je disais qu'on avait eu pas mal de débats ici à la rédaction. On a fait le choix à Place to Be de privilégier les solutions. Il n'y a pas seulement de l'innovation technologique, il y a de l'innovation sociale, il y a l'innovation de nos comportements. Je disais aussi dans le sommaire qu'on n'est pas forcément ici là pour vous dire d'arrêter de manger de la viande, pour nous culpabiliser. Nous a expliqué Noureddine hier, vous pouvez aller retrouver sur le site Place to Be Toulouse une interview qui nous explique qu'il ne faut pas culpabiliser ni nos enfants, ni les gens sur nos comportements, mais plutôt être, encore une fois, positif et appréhender de nouveaux gestes, ce fameux changement qui est parfois difficile. On va accueillir maintenant sur ces comportements et sur ces changements notre hipster préféré. Vous savez que depuis le début de la semaine, Zifan Liu, notre homme à barbe sans barbe, vient nous montrer des objets, des produits, plutôt tendance. C'est notre rubrique conso qui n'est pas, disons, culpabilisé parce que justement on a le droit d'être un peu écolo entre guillemets et de s'acheter des trucs sympas. Aujourd'hui, Zifan, on fait un peu différent. Oui. Vous ne pas amener ni de produits, j'en rate un peu, toujours pas de bijoux ni de sac à main. Des chaussures peut-être, parce que j'aime assez les chaussures. Non. Je vais voir ce que je trouve, mais demain, des petits bijoux, je pense que ça pourrait vous plaire. Donc aujourd'hui, on fait quoi? Aujourd'hui, on va raser une barbe, pas la mienne, bien sûr. Ouais. Je suis venu avec
Boris Tellier, qui est mon camarade à l'EJT, qui a la plus belle barbe de Toulouse, comme je le disais hier, et donc qui va être le cobaye aujourd'hui de Michael Beria. Michael Beria, il a 23 ans et il travaille au salon Maison Louis 20. C'est rue d'Aubusson à Toulouse, c'est un salon de coiffure. Michael a la particularité de aussi être barbier. Donc c'est une formation. C'est un vrai métier. C'est un vrai métier et c'est ce que Michael me disait tout à l'heure. Quand il y a 5-6 ans, quand il était en formation, il n'y avait pas de formation spécialisée pour les barbiers. Et c'est vrai que depuis 5-6 ans, je vous l'ai certainement remarqué, la barbe est revenue à la mode. Et du coup, maintenant, il y a des formations spécialisées. C'est magnifique, on adore. Exactement, donc je vais me tourner vers Michael. Donc Michael, bonjour. Donc en gros, qu'est-ce que vous allez faire sur Boris ? Déjà, on voit qu'il n'a pas une barbe énormément fournie. On va quand même garder le côté naturel, barbe d'une semaine, mais quand même assez tracée, pour que ce soit élégant, présentable et propre. Donc en fait, on va vraiment éliminer, tracer très légèrement, éliminer les poils qui sont en trop, qui donnent un côté négligé, entre guillemets. Le contour des lèvres est donné vraiment un côté plus naturel, mais plus travaillé. Et vous avez des produits que vous avez amenés, c'est des produits 100% français, c'est ça, ouais. Donc la marque, c'est c'est Lame et Tradition. Lame et Tradition, donc du coup c'est fabriqué, élaboré à Pibrac, c'est juste à côté, c'est dans la région de Toulouse. Et donc quand vous commencez par la taille de barbe, vous commencez par quoi ? Alors, déjà, principalement, on a un rituel, en fait, on prépare à la peau le poil avant de raser ou de mettre en forme. Donc du coup, en fait, une peau propre, avant le rasage, on utilise de la chaleur, donc de la vapeur pour assouplir la peau, ouvrir les pores pour que ça tire un peu moins au niveau de la lame et un poil plus assoupli. On effectue, alors soit avec de l'huile de barbe, soit un savon à barbe ou une mousse classique à la maison. On vient dessiner avec cette mousse et ensuite voilà, on rase les parties à raser. Ok, et donc est-ce que vous pouvez en parler un peu plus des produits ? Ils sont 100% naturels. Vous n'avez pas le label bio, enfin vous n'avez pas choisi des produits avec le label bio, mais des produits 100% naturels. Oui. Parce que le bio, en fait, comment dire, c'est-à-dire que c'est un peu trop facile de parler du bio. Nous, on a vraiment choisi des maisons comme Lame et Tradition, où c'est vraiment 100% de produits naturels. Donc là, c'est 100% d'huile végétale. Donc on y trouve de l'huile de macadamia, d'avocat, de jojoba. Donc voilà, c'est vraiment... On ne voulait pas s'arrêter au simple produit avec un label qui veut tout et rien dire. Donc voilà, là on est sûr du produit, en plus c'est français, c'est régional, et efficace. Okay. Mais on va vous laisser commencer, donc ça prend à peu près 10 minutes, donc on va regarder, voilà. Tranquillement, Stéphane, Michael, rasé Boris qui n'a peur de rien. Merci à tous les deux. Vous êtes très beaux là sur le fond noir. Merci Zifan. Et puis on va accueillir notre start-up du jour et qui va essayer de nous expliquer ce qu'elle fait pendant que les garçons sont au coin. La chronique Green Pitch, c'est le coup de pouce à une jeune entreprise chaque jour. Aujourd'hui, j'accueille une femme. Je suis assez contente parce que depuis le début de la semaine, sur cette chronique d'entreprise, on n'a eu que des hommes. Bonjour. Donc, vous êtes Aline Rogéo. Oui, c'est ça. Voilà. Vous représentez, donc, vous êtes venue aujourd'hui nous présenter Bopa. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que c'est Bopa ? Alors le projet, donc c'est un projet en fait de développement donc d'un matériau composite biosourcé. Donc la société que je représente, Veso Concept, est une société qui développe des matériaux composites, donc pour le domaine de la mobilité, donc à savoir soit pour l'industrie automobile ou l'industrie aéronautique principalement. Alors les matériaux biosourcés, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors c'est tout simplement, on utilise en fait des fibres naturelles ou des tissus techniques issus faits avec des fibres naturelles. Par exemple, c'est-à-dire c'est quoi une fibre naturelle ? Du coton ? Alors, le coton n'est pas utilisé pour les matériaux biosourcés
parce qu'il n'a pas forcément de propriétés mécaniques intéressantes, mais nous utilisons des fibres de lin, par exemple, des fibres de bambou, de coco, de soie naturelle ou encore de basalte. Et donc après, avec des polymères que nous appelons résine, nous mettons en œuvre en fait ces matériaux biocomposites qui seront après utilisés soit dans l'industrie automobile, donc ça peut être des passages de roues, ça peut être de l'aménagement intérieur véhicule, ou également dans l'industrie, dans l'aménagement cabine des avions pour faire des panneaux. Voilà. Alors, les avantages, outre le fait que ce soit des matériaux naturels, là, en l'occurrence, sur le secteur de l'aéronautique, où effectivement à Toulouse, nous sommes particulièrement intéressés, c'est la légèreté, la résistance ? Voilà, alors il y a principalement, effectivement, la légèreté, puisque par rapport, aujourd'hui, dans l'industrie aéronautique, les matériaux qui sont utilisés pour faire ces types de panneaux, ce sont des matériaux donc, comme l'aluminium, ou comme la fibre de verre, qui sont 2 fois plus lourds que les fibres naturelles, comme le lin, par exemple. Et en termes de ressources, justement, après on y viendra, de ressources naturelles, est-ce que c'est écologiquement mieux d'utiliser de la fibre de bambou que de l'aluminium ? Oui, alors il y a déjà des études qui ont été faites d'analyse de cycle de vie, donc, qui permettent en fait d'analyser le bilan carbone pour produire 1 kilo soit de fibre de verre, soit 1 kilo d'aluminium ou 1 kilo de fibre de lin. Et il a été démontré effectivement que les fibres de lin consomment beaucoup moins d'énergie que l'aluminium ou que les fibres de verre. Alors il y a énormément de produits qui sont en train d'émerger. On a parlé il y a quelques années des textiles, mais qui arrivent justement massivement dans l'industrie. Quelles sont vos limites et vos besoins aujourd'hui pour vous développer ? Alors, les limites... Il y a un problème de crédibilité quand on dit on a du bambou et on va faire un avion ou pas ? Je disais dans le sommaire, on va faire un avion en bambou. Bon, c'est un pied de nez, mais... Non, parce que c'est vrai que nous, dans le cadre d'un projet européen, justement, on a développé des panneaux pour l'industrie aéronautique à base de bambou. Donc, pas de problème de crédibilité, justement, pour accéder au marché important. Quels sont vos besoins aujourd'hui pour vous développer ? Alors, le besoin, donc, c'est principalement d'avoir des filières qui permettent d'avoir justement ces tissus techniques en quantité et en qualité. C'est surtout ça, on va dire le point. Problème de ressources. Voilà. Ouais. Alors la ressource bambou est liée, parce que le bambou, il y en a partout autour du globe, mais c'est vraiment pour, à partir du bois de bambou, d'avoir dans ce cas-là un tissu technique qui puisse être utilisé vraiment pour des applications haute technologie. Pour l'aéronautique, puisque l'aéronautique, effectivement, le cahier des charges et les contraintes sont très élevées. Donc, ils demandent... nous, le principal problème, c'est d'avoir effectivement un produit qui soit constant dans le temps, puisque c'est un peu l'inconvénient, on va dire, des fibres naturelles. Mais après, il y a une marge d'incertitude. Vous travaillez sur ça aujourd'hui ? Oui, voilà, oui. Donc nous, on travaille aujourd'hui sur certaines filières justement de sourcing avec les personnes qui plantent, qui plantent ces fibres naturelles pour justement avoir un produit final qui puisse être de qualité et de qualité constante. Merci beaucoup. Aline Rogéo, donc vous êtes représentante de Veso Concept, voilà, puisque c'est le nom de votre entreprise. On a parlé de Bopa, donc votre entreprise qui est installée ici à Toulouse. Voilà, en région toulousaine. En région toulousaine. Merci beaucoup. Merci. Nous allons terminer ce magazine avec Daniel Luciani qui nous rejoint. C'est notre libraire de la semaine. Il va passer devant le barbier sans se faire couper la barbe puisqu'il est déjà parfaitement rasé. Daniel, bonjour. Bonjour. Cécile. Ça va ? Oui, très bien. Tu nous as amené un livre. Je vous ai amené... J'ai pas eu le temps de lire l'autre hier soir, je me suis endormie. Ouais, les journées sont longues à Place to Be. Un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. Mais Donc, hier, nous avions quelque chose de... Un peu le guide. La Bible, c'était le guide éco-frugal. Ouais. Nous avions démarré d'une manière sexy. Eh bien, aujourd'hui, nous allons faire plus sérieux. Un télo ? Non, c'est pas un télo, mais c'est plus sérieux, c'est-à-dire que on est à 2 jours de négociations. La négociation à la COP21 ont démarré il y a 2 jours. Oui. Donc il fallait quand même que je vous présente un livre aux éditions Erol qui fait un peu le point sur les conséquences du réchauffement.
On a vu tout à l'heure l'expert de Météo France nous parler des 4 degrés. Ben, ce livre, c'est 4 degrés, le climat change, c'est clair, et vous? Donc il fait d'une manière pédagogique et claire les conséquences du changement climatique. Alors du coup, ça fait pas peur, parce que c'est assez pédagogique, ça permet de montrer où sont nos responsabilités, et surtout, parce que c'est ça qui est intéressant, il nous amène des solutions. Donc il nous propose des éco-gestes. Par exemple? Alors par exemple, j'en ai pris 2. Voilà, 2 éco-gestes. Le premier, c'est j'évite dans la mesure du possible la congélation. Parce qu'en fait, la congélation, non seulement de consommer de l'électricité, ça aussi utilise un certain nombre de gaz qui ne sont pas terribles. Ouais. Donc éviter la congélation. De toute façon, manger frais et local, c'est quand même Ouais. mieux. Voilà. Et deuxième sujet, je sais que tu n'aimes pas ça, mais c'est je diminue ma consommation de viande et de produits laitiers. Voilà, parce que la consommation de viande, ça consomme de l'eau, et l'eau, évidemment, c'est une richesse dont la planète a besoin. J'ai pas dit qu'il fallait pas diminuer, ça, si tu m'avais bien écouté, j'ai pas dit qu'il fallait pas diminuer, j'ai dit qu'il fallait pas interdire. Voilà, c'est ça. On Donc a le droit d'en manger encore un petit peu. Exactement, mais 10 millions, c'est pas mal. Et du coup, il y a Albert Einstein qui disait « Une nouvelle manière de penser est nécessaire si l'humanité veut survivre ». C'est clair. Mais là où est notre responsabilité, je suis un peu plus grave aujourd'hui parce que les enjeux pour atteindre les 2 degrés sont devant nous. Et je terminerai avec cette citation de Michel Serres. « Le monde de demain sera autre. Il sera meilleur et pire, mais surtout, il sera ce que nous en ferons. » Et donc, après 2 jours de COP21, il est encore temps d'agir, entreprises, citoyens, collectivités. Donc voilà, donc je voulais vous donner aujourd'hui la façon d'agir en éco-geste pour le citoyen et pour tout un chacun. Voilà, Cécile. Merci. On sera peut-être plus rigolo demain. On verra. Non, mais on agit, donc on est assez content. Moi, j'ai déjà appris à fabriquer un plateau télé ou un plateau ordinateur, donc je vais le ramener chez moi, peut-être avec un peu de chance. Je vous remercie parce que le magazine télé Place to Be de ce midi est terminé. On a un petit peu débordé. Je vais vous inviter à nous retrouver ce soir sur la newsletter placetobetoulouse.org. Inscrivez-vous, c'est important, il y a plein de petites choses à retrouver dedans. Et puis nous proposer aussi vos idées, vos gestes, vos bonnes adresses, votre start-up que vous pouvez venir présenter cet après-midi ici à Équito, rue Gabriel Péry. Je remercie toute l'équipe de la rédaction, les journalistes nombreux qui viennent ici nous contribuer, nous aider. Je remercie l'équipe de Masterfilm, je remercie Équito et Daniel Luciani. Et puis je remercie le barbier, Michael, qui a, je crois, terminé. Merci, Michael. Merci, avec plaisir. Merci à vous. Merci, Boris. Merci à vous. Place to Be, le magazine 100% climato-sceptique, c'est terminé. Merci, à demain.